Bonjour Bernard Chardon. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour docteur, oui. Et on peut m'appeler encore comme ça. Et j'ai envie de dire monsieur le maire, parce que je vous ai connu maire de Vézelay. Oui. Vous êtes une figure, on peut dire, emblématique, au moins du sud de Lyon. Et donc vous êtes toujours médecin, vous n'êtes plus maire, et vous demeurez maintenant à Pontigny, je crois. C'est cela même. Vous Il ne faut pas trop le dire. Ouais, vous avez émigré vers le nord, on va dire. Oui, j'ai émigré. Bon, les circonstances familiales m'ont poussé, et puis quelques soucis de santé m'ont amené à interrompre mon exercice médical libéral pour rejoindre, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, ça va faire 4 ans, le conseil départemental, qui était encore le conseil général de Lyon, pour gérer un certain nombre de problèmes santé sur le département. D'accord. Alors, quelles sont vos fonctions? Quelles sont vos charges au conseil départemental? Parce que finalement, vous êtes un peu en coulisses, on ne vous voit pas trop. C'est des salles de machines avec des visages humains qui ne montent pas sur la scène, et puis qui pourtant ont une efficacité certaine et un rôle évident. Alors, mon rôle, en fait, c'est d'abord, quand j'ai été recruté par le président, c'était d'alléger quelques charges de médecins existants au sein du conseil général. Parce qu'il y a des médecins au conseil général. Oui, un certain nombre de médecins salariés qui sont salariés. Il y a, par exemple, un département de protection maternelle et infantile, où il y a un certain nombre de médecins. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des problèmes de santé, des problèmes de retraite, qui ont amené à diminuer le quota des médecins sur la PMI. Mais cette PMI est dirigée par le docteur Eva Saute, qui est médecin, d'une formation, je crois, cardiologue même, et qui gère donc la protection maternelle, les assistantes maternelles, ce qu'on appelle les asthmates, et tout cela pour satisfaire, en tous les cas, au mieux, les problèmes de l'enfance, en tous les cas sur le plan de la santé. Il y a des consultations qui existent dans ce qu'on appelle les unités territoriales. Il y a 5 unités territoriales sur le département. Et chaque unité territoriale a 2 ou 3 consultations pour satisfaire en tout cas les besoins de vaccination, les besoins de suivi sur la jeune enfance. Je dirais jusqu'à l'âge de 6 ans, ces enfants peuvent être suivis au sein des consultations départementales. Mais alors pourquoi les médecins libéraux, le médecin de famille ne suffit pas? Pour cela, à quoi servent exactement ces centres? Les médecins libéraux aujourd'hui, enfin, c'était pas tout à fait le cas il y a une 40aine d'années, quoique il y avait certains médecins libéraux qui faisaient des vacations au sein des consultations de PMI, il faut le dire, mais cela a disparu, quasiment, et les consultations que le département met à disposition des jeunes femmes sont des consultations d'abord qui sont gratuites, et il y a un suivi. Mais lorsqu'on est assuré social, c'est remboursé. Donc oui, c'est remboursé. C'est gratuit également. Mais je pense que l'accessibilité aux consultations de PMI est bien plus importante que chez le médecin traitant. Le médecin traitant, les consultations de PMI sont des consultations de fond, où on n'examine pas une pathologie, mais on examine un état à l'état J, voilà. Et ces enfants ont un suivi assez rigoureux, parce que ces enfants sont suivis aussi par des puéricultrices, des infirmières qui sont puéricultrices, et il y a non seulement un suivi de la santé, mais il y a aussi les puéricultrices vont dans les familles, gèrent les problèmes d'hygiène, gèrent les problèmes de bien-être, et s'il faut intervenir sur des aides financières, elles interviennent à ce moment-là. Les gens qui viennent en consultation, les jeunes mamans qui viennent en consultation de montrer les enfants, sont généralement des enfants qui sont, où la richesse n'existe pas. Voilà.
donc beaucoup plus accessible. Donc c'est un rôle social important. C'est des consultations, oui, plus sociales que des consultations de santé. D'accord. À mon avis. Alors ça, c'était le premier rôle que j'ai assumé, que je n'assume plus du tout de la même façon, suite à quelques soucis qui me sont arrivés personnellement, santé. Je m'occupe ici, au sein de la maison du handicap, je m'occupe de faire des expertises. Donc à Périgny, sur le site du conseil départemental. Voilà, sur le site, donc 1 jour et demi par semaine, je suis là à recevoir des gens qui posent des problèmes qui ne peuvent pas être solutionnés simplement, qui demandent un examen beaucoup plus approfondi, ou alors des gens qui posent réclamation, parce qu'il existe chez nous le dispositif de recours gracieux, donc je les reçois quand ils contestent une décision qui a été prise par la commission déterminant le taux du handicap et les conséquences que cela peut amener. Voilà. D'accord. Il y a ici, au sein de la MDPH, aussi des infirmières qui se chargent de voir les accompagnements du handicap. Par exemple, s'il faut refaire une salle de bain, s'il faut payer des dispositifs auditifs ou oculaires, enfin bref, donc elles sont chargées d'évaluer et de répartir les compensations financières au handicap. Ça fait partie des missions sociales. Ça fait partie oui. Là aussi, on a une mission qui est certes se base sur la santé, mais c'est des dispositifs beaucoup plus sociaux pour pouvoir gérer au mieux le handicap de chacun. Handicap qui peut être dû suite à un accident de voiture, qui peut être dû à un accident de travail ou à un problème inhérent à la personne. Génétique. C'est un problème génétique. D'accord. Voilà. Donc ça va de... Là, ce dispositif s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Tant aux personnes âgées aussi. Alors, docteur, dans Lyon, il manque de plus en plus de médecins. C'est ce qu'on peut lire dans la grande presse, c'est ce qu'on entend. Et on va prendre un cas particulier immédiat, dont CRTV a eu connaissance il n'y a pas tellement longtemps, c'est Chevannes. Et donc le médecin de Chevannes va partir à la retraite, ou est parti, je ne sais pas exactement, mais ça implique des effets en cascade, la pharmacie notamment. C'est les questions, s'il n'y a plus de prescripteurs, comment elle peut fonctionner. Alors, donc ça devient crucial. Disons, on s'en rend compte parce que les gens sont directement touchés. Avant, c'était davantage les campagnes. Il y a eu des réponses avec des maisons médicales à Saint-Amand, en Puisay, à Saint-Sauveur, Guyon, que vous connaissez bien, Guyon-Vézelay. Il y a un projet du côté rive droite à Auxerre. Il y avait qui a du mal à se mettre en route. Apparemment. Alors, on va pas partir dans tous les sens, mais quel est votre diagnostic, vous, parce que parmi vos missions, mais votre mission peut-être principale, du moins telle qu'elle apparaît à nos yeux, est justement de faire un constat, un bon diagnostic, et puis de soumettre des idées, des propositions à l'Assemblée départementale pour que une politique départementale digne de ce nom puisse être menée. Alors, il est vrai que notre département, mais nous ne sommes pas le seul département à souffrir d'une raréfaction de médecins sur le territoire. C'est pour ça que nous avons ramené ce problème de lutte contre la raréfaction. Je ne veux pas qu'on utilise le problème désertification, on n'est pas encore dans le désert. Cette raréfaction, c'est de l'ordre de 20% depuis 5 ans. Paris, la ville de Paris, a la même diminution de médecins, hein. Mais les causes ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que je veux que ce soit vraiment une cause de développement du territoire et que c'est dans cet esprit-là que l'on travaille. Pour mener à bien une politique
pour ramener des médecins sur notre département. Et il faut en ramener ? Il faut en ramener. Parce que c'est peut-être pas évident. Oui, mais nous avons plus que 221 médecins généralistes dans Lyon sur le département. Il y a un nombre de médecins beaucoup plus élevé, tant dans les collectivités telles que les hôpitaux, que dans les collectivités territoriales ou autres sociétés privées, hein, on en trouve, puisqu'il y a 1000 médecins qui sont inscrits au Conseil de l'ordre du département de Lyon. Donc il faut distinguer les généralistes. Donc 221, ça fait quoi, hein, un peu plus d'un cinquième. Sur ça, oui. Voilà, globalement. Il faut ramener, et puis il faut ramener, je veux dire, une volonté de développement rural, parce qu'on voit que l'incidence d'un médecin qui s'en va à la retraite amène des conséquences, tant sur les pharmacies, hein, sont les premiers à se plaindre, de voir disparaître un médecin de son installation, que sur l'économie globale d'un village. Il y a quelques soucis en ce moment sur, par exemple, des villages comme Châtel-Sansoire, comme des départements. Où était résidait, enfin où œuvrait le médecin du président du conseil général départemental. Oui, j'ai quitté malheureusement un peu précipitamment en 2010, suite à une hospitalisation. Mais, donc je connais bien le problème, mais il se répète non seulement dans les campagnes, mais ce problème se répète aussi dans les villes. Auxerre connaît une raréfaction assez importante de ces médecins généralistes, la ville de Sens surtout. Pourtant, on a des arguments à faire valoir sur la ville de Sens. 55 minutes par le train de Paris. Hein, une ville qui est assez dynamique, ville dont on ne pourrait pas penser qu'elle a des problèmes de médecins généralistes. En fait, j'ai fait, avant de lancer une véritable politique santé, que j'ai proposée au département, qui a été, en tout cas dans sa première partie, adoptée le 1er juillet 2016, j'ai été m'entretenir avec plus d'une centaine de personnes, tant les élus, que les responsables industriels, que les responsables de collectivités. Donc nous avons décidé, dans un premier temps, de participer et d'entreprendre une véritable politique d'accompagnement des nouveaux médecins. Cela veut dire que... Encore faut-il pouvoir les accompagner, encore faut-il qu'ils soient sur place. Que pour cela, donc, nous avons mis en place une politique de communication intense, et c'est pour ça que nous sommes maintenant présents dans un certain nombre de colloques et de congrès médicaux. Nous avons été au congrès du syndicat national des médecins généralistes fin septembre. Nous revenons de Nancy la semaine dernière, nous y étions, au congrès des internes, du syndicat des internes, où nous avons eu des contacts très intéressants. Ce qu'il faut, c'est pourquoi accompagnement ? Le tout n'est pas de contribuer à l'aide des médecins, mais c'est aussi... Comme à Châtelet, dernièrement. Voilà. Et ce qu'il faut, donc une subvention individuelle. Oui, alors, je vous dirai exactement ce qu'il en est sur les aides que nous... Les aides, c'est entre guillemets, c'est un peu les appâts. C'est pas ça le fondamental. C'est de courtiser et de privilégier les internes qui vont venir. C'est aujourd'hui pour demain. C'est travailler au niveau des internes de médecine en général pour qu'ils reviennent dans le département. Et les efforts que nous avons faits d'ailleurs sont assez concluants sur des jeunes, des Iconais qui faisaient leurs études à Dijon et qui vont revenir dans le département.
Hein. Et puis, on a étendu le 16 décembre ces contributions par une bourse qui sera donnée aux stagiaires externes qui viennent cette semaine dans le département. Donc, 6 plus 1. 7 semaines. Hein, ouais, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on croie qu'ils vont arriver cette semaine. Non. Ouais. Ils vont arriver, nous avons des demandes, mais bon, les stages d'internes ou d'externes se décident tous les 6 mois. La première vague, c'était le 1er novembre. La deuxième vague va arriver dans le courant du printemps. Donc, ces bourses que nous donnons vont dans un autre esprit que de donner une prime financière. Certes, elle est conséquente et elle plaît, mais c'est aussi une volonté de les entretenir et de leur faire découvrir notre département s'ils ne le connaissent pas, ou de pratiquer une politique d'osmose avec les collectivités territoriales. C'est pour ça que nous avons signé une charte le jour des rencontres de Lyon entre les 2 associations de maires existantes sur le département, c'est-à-dire l'association des maires de Lyon et l'association des maires ruraux. Et puis cette charte a été aussi co-signée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise l'ARS, la déléguée départementale a signé notre charte, et le Conseil de l'ordre des médecins, l'aval du Conseil de l'ordre. C'est pouvoir réserver des appartements quand ils viennent en stage, qui soient d'abord de bonne qualité, qui ne soient pas dans un cul de basse-fosse ou au 5e étage d'un hôpital, et qu'ils soient sur le plan financier sur un tarif minimaliste, sur ce qui paye les charges. Le reste étant payé par les collectivités et les communautés de communes. Donc c'est l'accueil, quoi. Oui, privilégier l'accueil, et puis que l'on les intègre véritablement dans la collectivité, c'est-à-dire les faire participer aux manifestations. Bon, il n'y en a pas trop l'hiver, enfin, quoique il y avait les marchés de Noël, mais c'est surtout toutes les manifestations à partir du printemps qu'on puisse les inviter, les choyer, leur faire découvrir, s'ils ne connaissent pas, un certain nombre d'éléments. C'est une véritable politique d'accompagnement. Donc en janvier, il y a les Saint-Vincent. Donc, par exemple, invités au alors on les a invités, bon, j'ai pas manqué de leur souhaiter la bonne année, enfin bref, et puis je prends de leurs nouvelles très régulièrement pour qu'ils sachent que s'ils ont un problème, je suis à leur disposition pour, en tout cas, mettre à disposition. Ils sont combien là par vague? Ils viennent par quelle quantité combien d'internes? Alors les internes comme les externes peuvent venir faire des stages que chez ce qu'on appelle les maîtres de stage universitaires, c'est-à-dire comme Paulo da Silva Moreira. Paulo da Silva par exemple. À Saint-Sauveur, ouais. À Chablis, il y en a 2. Maître de stage également. Maître de stage. Ouais. Il y en a aujourd'hui, je crois, 28 ou 29 de maîtres de stage sur le département. Ah, ça, on ne savait pas ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est des pompes à... Oui, voilà, c'est le pompe à stage. Oui. Et ces gens sont d'ailleurs très soucieux d'avoir des stagiaires. Mais c'est la transmission. Voilà. La continuité. Alors, moi, c'est ce que je dis. La médecine, c'est un véritable compagnonnage. C'est la transmission. La transmission ne se fait pas qu'à travers les livres, que l'enseignement qui est distribué dans les universités. Non, la pratique de la médecine se fait au jour le jour et au chevet du malade. Donc cela, c'est un peu oublié. On a des évolutions sociétales qui ont un peu égaré les médecins de leur mission première, c'est-à-dire de transmettre leur savoir. La génération qui est ma génération, celle de 68, a oublié un petit peu de transmettre son savoir.
Et puis les technocrates de l'avenue de Ségur, du ministère de la Santé, ont compliqué un peu les choses. Les médecins ont été débordés dans les années 70-80. On a institué ce fameux numerus clausus au début des années 70 qui a amené disons bien des perturbations sur la cooptation des médecins. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui on rame complètement à l'envers, c'est-à-dire que le numerus clausus s'est ouvert, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont écartés de leur vocation médicale. L'enseignement de la médecine, malheureusement, oublie un certain nombre de facteurs essentiels. La communication. Qu'est-ce que c'est une consultation de médecine générale? C'est 60-70% de communication, 30% de problèmes de santé à part entière. On a oublié aussi la culture générale. Qui connaît Henri Mondor? Qui est Henri Mondor? Pourtant, il a un bel hôpital à Créteil. Hein, qui connaît Charcot? C'est des noms qu'on utilise, mais on ne sait même plus à quoi ils correspondent. Au Lyon, Lyon à Trény. Oui, enfin, on pourrait multiplier les exemples. Donc, il faut essayer, dans cette réforme des études médicales, réintroduire surtout la dimension communication, que les jeunes puissent en tout cas communiquer. Les contacts que j'ai eus à Nancy avec les jeunes internes étaient fantastiques pour ça. Ils sont avides de connaissances, mais on les oriente sur des notions scientifiques nécessaires, mais il faut penser aussi au reste. À l'humain. Il faut que les médecins reviennent des humanistes. Et ça, il y aura un boulot à faire de profonde réflexion. Vous rêvez, docteur? Oui, je rêve, mais j'ai le droit quand même de rêver. Hein, j'avais un de mes amis, il y avait une société qui s'appelait toujours un rêve d'avance. C'est ça qu'il faut qu'on ait. Il faut le perpétuer. Mais aujourd'hui, on est dans l'abattage au niveau industriel et tout est reproduit, on compartimente et il faut débiter, y compris l'information. Donc ça touche toute la société. Un médecin aujourd'hui, voilà, il y a des patients, il faut que ça tourne. Il n'a pas trop le temps même de parler. Il n'a pas trop le temps, mais c'est là où il faut d'abord qu'on réintroduise un nombre de médecins sur nos territoires. Il faut qu'on arrive à en avoir beaucoup plus. Il en faudrait combien de plus dans Lyon, selon vous? Je sais bien que c'est difficile à dire, mais... Non, c'est une fourchette. De 221, on repasserait à 350, ce serait magnifique. Ça serait le top. Ouais. Mais je veux dire qu'on en aurait 50 de plus, ça serait déjà pas mal. Oui. 50, 100, ce serait magnifique aussi. Oui, 50. Déjà 50, c'est pour voir un peu le... Et voilà, puis, les jeunes ne sont pas du tout hostiles à venir en médecine rurale. Pas du tout. Ils veulent de médecine semi-rurale. Ils veulent travailler en équipe. Ils ne veulent pas travailler tout seul. Plutôt travailler parce qu'ils ont peur de travailler tout seul. Tout seul. Oui, le fond est là. C'est qu'ils veulent pouvoir communiquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les éléments de communication et les éléments informatiques que nous avons sont très importants. Donc on peut réaliser tout ça. Mais pour revenir au nombre idéal, il faut revenir à certaines considérations. Qu'aujourd'hui, qu'un médecin qui s'en va en retraite, on dit que pour le remplacer, il en faut 3. Ce serait le chiffre idéal. Pour pouvoir faire un travail de fond. Mais les jeunes ne veulent plus travailler comme on travaillait, c'est-à-dire on commençait à 7h du matin, on finissait à 11h du soir. Il faut dire que les médecins sont devenus les agents de la sécurité sociale. C'est eux qui font le boulot de la CPAM, enfin des CPAM, et puis ou des MSA, etc. Et ça aussi, ça alourdit profondément. Vous voulez dire que les tâches administratives sont telles qu'il faut vraiment, c'est un vrai boulot et le médecin a cette charge supplémentaire qui ne concerne pas son art. Tout à fait. À mon avis, un médecin n'est pas rompu à ça, puis on lui a pas appris, de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est que ça le distrait. Oui, et puis en plus,
de son rôle essentiel. Oui, alors que son rôle c'est un soignant. Et de soigner d'abord. Ça, c'est le plus fondamental. Et puis de comprendre, d'aller dans les jeunes médecins ne vont plus dans les maisons. Là, il y avait une compréhension des problèmes qui étaient des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Pourquoi? On peut comprendre fort bien quand on voit l'intérieur d'un domicile, pourquoi il y a un certain nombre de maladies infectieuses, avoir des conseils sur le plan, comme on dit, hygiéno-diététique, quand on connaît les familles. Tout ça a un peu disparu. Bon, alors, il ne faut pas être passéiste, il ne faut pas être nostalgique, hein, mais il faut savoir garder certains éléments de tradition et innover. C'est l'innovation dans la tradition. Alors, là, où en êtes-vous exactement? Alors, est-ce que vous pouvez faire un point? Oui, le point, il est rapidement fait. Nous sommes très courtisés aujourd'hui, beaucoup plus que je ne pensais d'ailleurs. Qui, nous? Le service, moi-même, essentiellement, parce que je suis un peu le seul à amener ça, mais le service de la communication est aussi sollicité. Ce qu'on peut dire, au 16 décembre, je vais vous donner ce que nous avons fait. 2016, oui. 16 décembre 2016, nous avons eu 4 demandes de bourse d'engagement d'internes, donc l'accompagnement des études sur les 3 dernières années de formation des médecins, et 3 demandes d'aide à l'installation, une demande sur Sens, une demande sur Brinon et une demande sur l'Île-sur-Serein. Aujourd'hui, 4 demandes sont arrivées qui me sont parvenues, que j'ai instruit, que j'ai transmis au service administratif. Il y a une aide à l'installation sur Avallon, 2 demandes de bourse d'engagement d'interne et une demande d'installation d'un dentiste à Migène. Et je suis en train d'instruire 3 ou 4 dossiers, 3 dossiers sûrs, 2 demandes d'installation de médecins. Ce sont des médecins qui sont d'origine hollandaise, qui ont une maison, qui sont bien intégrés au-dessus de Chablis, et qui veulent s'installer, qui ont vu les conditions d'installation et qui veulent venir travailler chez nous. Alors, les conditions d'installation proposées par le conseil départemental de Lyon, on y accède comment? On peut les voir où? Alors, nous avons des éléments de communication. Nous avons un site internet qui s'appelle yonsanté.com, .com ou .fr. Yon Santé. Yon Santé, c'est un site dédié à nos opérations. Hein. C'est yonsanté.fr, oui, je crois, c'est tout ça. De toute façon, il suffit de googliser Yon Santé, on tombe dessus, quoi. Ouais. Nous avons un certain nombre d'éléments de communication papier, hein, où on explique un petit peu notre façon de voir. Et puis nous avons nous distribuons un petit 4 pages sur Yon Santé où on réexplique un petit peu nos facilitations et puis ce que nous faisons des états de lieux à chaque fois. Donc le numéro 3 va sortir incessamment sous peu. Et vous déposez également des dossiers dans les universités, dans les facultés de médecine? Ça c'est en cours. Nous avions envisagé de recruter un chargé. En fait, vous faites du racolage, quoi. Oui, finalement. On est dans un domaine concurrentiel. Au congrès des internes du syndicat des internes, on était 4 départements. Il y avait l'Aveyron qui avait un superbe stand, mais enfin, ils trichent parce qu'ils ont un département qui n'est pas dédié simplement à la médecine. C'est un stand qui est évolutif. Ouais, ah, d'accord. Ils font 21 congrès salons. Il y avait l'Ardèche, il y avait la Lozère. Quand on dit les noms, on voit tout de suite. On comprend les problèmes. Hein. Ouais. Mais on a d'excellents rapports avec la Sarthe.
Je sais que la Loire Atlantique, je ne sais pas si ça s'appelle toujours la Loire Atlantique d'ailleurs, a aussi des éléments. Alors on voulait recruter un chargé de prospection, on a différé le recrutement pour des raisons plutôt d'évaluation de la charge qui lui reviendrait et qui n'avait pas été bien maîtrisée. Je crois qu'on va l'utiliser, ce chargé de prospection. Nous n'avons pas du tout abandonné l'idée, mais sur des éléments ponctuels. C'est-à-dire sur certains congrès et sur certaines... Je suis en contact avec 3 universités parisiennes. L'université de Paris 7 nous a donné en tous les cas des signes d'intéressement, et je crois que c'est à Saint-Sauveur, il y aura 2 internes qui vont venir en stage, qui viennent de Paris. D'où l'intérêt d'avoir un logement, des facilitations pour vivre, enfin de vie. Je suis en contact avec Paris 6, c'est la Pitié-Salpêtrière, qui était ma faculté originelle. Et puis Paris 12, qui est Henri Mondor, c'est Créteil. Pourquoi Paris 12 ? Parce qu'il y a de nombreux médecins qui sont installés sur Auxerre qui viennent d'Henri Mondor. Voilà. Et nous courtisons, nous avons envoyé un certain nombre d'éléments sur l'université de Lille, parce que nous avons des Lillois qui sont intéressés pour venir dans notre département. Sur Nancy, donc nous avons fait pendant le congrès des internes, là, nous avons fait un jeu concours pour découvrir le département avec un gros lot qui est un séjour pour 2 de découverte du département, séjour à visée gastronomique. Nous avons eu 200 contacts sur les 600 congressistes, donc je crois que ils ont rempli ça avec les contacts sont bien remplis et tout ça, donc nous avons en tout cas un listing qui s'étoffe. Et puis bon, nous allons continuer à travailler avec l'université de Dijon, qui est la source principale de médecins sur le département. Mais on s'aperçoit dans ces congrès un certain nombre d'éléments qui sont un petit peu, qui m'ont blessé moi un peu, enfin un particulièrement. On me dit c'est où Lyon ? Mais ça c'est pas nouveau, voilà. Ça remonte à la nuit des temps. Oui. Ça n'a pas empêché Lyon d'exister. Oui, Lyon existe, mais il faut qu'on fasse connaître un peu mieux notre département, parce que c'est quand même un département d'une superbe qualité. Mais docteur, monsieur le maire, est-ce que vous croyez vraiment que les Iconais ont envie qu'on les connaisse partout, et ont envie, non pas que déboulent des hordes de touristes, mais ont envie ils sont bien là où ils sont, dans leur tranquillité. Il faut dire qu'on a des territoires exceptionnels. On a des territoires exceptionnels. Alors, sans que Lyon devienne la promenade des Anglais, c'est une réalité, mais moi, ils me demandent des médecins. Donc, il faut quand même que les médecins ils ne viendront que si le département est attractif. Puis on se mord la queue, là. Alors, justement, là, je vais aller vous chatouiller un peu, si je puis me permettre, parce que vous avez été maire de Vézelay. Oui. Donc, voilà, vous avez voulu être maire. Ils sont peut-être venus vous chercher. Vous étiez médecin, vous étiez très occupé. C'était 7h du matin à 23h. Et donc, maire de Vézelay, qui vous a amené un peu de récréation. Mais en tant que maire de Vézelay, à ma connaissance, et sans vouloir être désobligeant du tout, mais je ne vais pas demander qu'avez-vous fait, mais je pense à la basilique. Il y a eu de nombreux projets. Depuis longtemps, on dit que c'est une merveille et qu'il n'y a rien autour fait pour amener les touristes qui sont près d'1 million chaque année. Il y a eu des tas de projets, et même des espèces de Disney, machin, je sais pas quoi, donc excessifs. Et à chaque fois, ils ont été étouffés dans l'eau avec des milieux parisiens dits intégristes, entre guillemets, enfin, qui veulent absolument pas que ça bouge. Et ils n'ont peut-être pas tort, je ne suis pas en train de juger au fond, mais
vous avez été confronté en tant que maire à une réalité, à savoir des richesses que vous n'avez pas pu exploiter. Je pense au legs Servoz, qui était planqué dans la cave de la mairie, tant bien que mal, que vous étiez obligé de prêter quelques tableaux à des musées dans le monde pour couvrir les frais d'assurance. Et puis il y a des tableaux qui ont disparu, enfin on dit ça par rapport à l'inventaire. Je crois qu'il ne faut pas fabuler sur la disparition des tableaux. Non, mais je veux dire, vous êtes confronté à une réalité, les faits sont têtus. Alors, vous avancez au niveau des médecins, mais est-ce que vous allez être plus, je ne vais pas dire plus efficace, non, pas plus pugnace, ça je crois pas, je crois que vous l'êtes, on ne peut pas être plus pugnace que vous, mais il y aurait un peu plus de chance ou d'efficacité. Alors, je vais répondre un peu sur Vézelay, 30 secondes. Vézelay, je suis quand même à l'origine du musée. Enfin, le musée Servoz. Ouais, il a la maison de Romain Roland. Parce que nous avons travaillé avec main dans la main avec André Drincourt, à qui d'ailleurs je rends beaucoup d'hommages. Je ne savais pas que c'était vous. Ouais. Mais enfin, c'est moi qui ai lancé. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'on a été confronté toujours au problème vézélien, vézélo-vézélien. Le problème de l'ascenseur, ça nous a bouffé 6 mois. Enfin bon, etc., etc. La basilique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon coup de gueule qui avait fait un tumulte médiatique parce qu'un Hollandais avait failli prendre une pierre sur la tête, on a fait la première séance de travaux, enfin, de rénovation, enfin, de mise hors d'eau. Ça, et puis la place du bas a été refaite. Je veux dire, là j'ai mené un combat journalier pour y arriver. Malheureusement, la place elle est en train de se dégrader un peu parce que on a autorisé des choses qu'il ne fallait pas autoriser. Bon. Donc j'ai quand même quelques réalisations qu'on peut m'attribuer. Je pense quand même que les résultats que nous avons en matière de recherche médicale, enfin des médecins mais aussi des paramédicaux, parce que là je suis sollicité pour installer un cardiologue, un pédiatre ici là à côté sur Saint-Georges, et tout ça montre quand même que les efforts que nous avons faits, Dieu sait si on en a fait, je remercie le service de la communication d'ailleurs de m'avoir donné un sérieux coup de main. Aujourd'hui on peut penser que si on continue comme ça, on va quand même arriver en tout cas à un résultat. Peut-être pas les 50 médecins qui nous manquent. Mais là, d'après, si je fais le compte, vous en avez entre 15 et 18, je crois. Ouais, voilà. Une bonne quinzaine. Ce qui est quand même, pour une année d'investigation, de recherche, c'est quand même un sacré résultat. Dans la mesure où il en faudrait 5 ans, donc en 3-4 ans, ça peut être résorbé. Oui, enfin, je ne sais pas si je serai là encore dans 3-4 ans, mais je veux dire, c'est assez encourageant parce que moi je m'étais dit que si on avait 2 internes et 2 aides à l'installation, ça serait déjà magnifique en 4 mois. Bon, on a fait plus du double. Hein, et aujourd'hui, en plus, chez les jeunes internes qui sont venus me solliciter pour obtenir des bourses d'engagement, il y en a qui savent très bien où ils vont déjà s'installer sur Lyon. Donc on garde nos iconais. Hein. Il y en a un, il m'a dit, je sais, c'est Ligny-le-Châtel. Il y en a un qui m'a dit, c'est Héry. En plus, sa femme est infirmière puéricultrice et elle veut s'implanter dans nos systèmes collectifs. Donc, il y a des perspectives qui sont très intéressantes. Il y en a un autre qui m'a dit, le Tonnerrois m'intéresse. Ouais, mais lui, il serait venu de toute façon, ou bien... C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que aujourd'hui, ils sont quand même détournés, enfin, dans leur volonté d'installation, par la ville de Dijon, qui propose un certain nombre de facilitations, tant de correspondants, de possibilités d'avoir un local, tout que ça, par la Saône-et-Loire, qui a fait un gros effort. Ils ont fait un gros effort depuis longtemps sur les maisons de santé pluridisciplinaires. Celle d'Autun, notamment, a un succès fou, mais celle de Saint-Sauveur est dans les pas. Hein. On y arrive. Ça fonctionne bien. Et Saint-Amand aussi, non? Alors, Saint-Amand, c'est la Nièvre. Mais alors, pour nous, Saint-Amand, c'est un petit peu borderline. Oui, d'accord.
Mais Saint-Amand marche bien, oui. Sur une vingtaine, je crois, Saint-Amand. Alors Guyon marche bien aussi. Bon, ils veulent s'étendre, ils ont d'autres prérogatives, ils veulent faire plutôt un pôle santé avec l'Île-sur-Serein. Bon, je pense que tous les moyens sont pour la réussite. Il faudra quand même penser aussi que sur Chablis, là, qui va voir le jour à la fin de l'année 2017, il y a aussi des liaisons particulières avec Ligny-le-Châtel, voire le Tonnerrois. Il faut essayer de mutualiser maintenant un certain nombre de problèmes pour mieux résoudre les problèmes de santé des gens, et notamment, chose qui n'était pas du tout vue jusqu'à maintenant, on ne s'occupait pas de prévention. Aujourd'hui, notamment à Chablis, la ville de Chablis se préoccupe des problèmes d'addictologie, bon, c'est des problèmes qui sont propres à tous les départements, mais aussi les problèmes du diabète, prévention de l'ophtalmique et tout ça. Enfin, non, il y a des grandes avancées. Et il y a quelques médecins des MSU, là, ce que je dis, maîtres de stage universitaires, qui sont très dynamiques. Donc on en a une vingtaine, c'est ça, dans 28. 28. Enfin, moi j'en ai dénombré 28, il y en a peut-être un peu plus, mais comme il y avait des médecins qui partent en retraite, donc le chiffre est un peu fluctuant. Oui, ça c'est quand même un sacré atout, et ça veut dire que Lyon n'est pas aussi démuni que cela. Non, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on dise désertification. Oui, qui est vrai, qui est un terme général qui veut rien dire, parce que quand vous l'avez dit au début, je me suis dit, ben oui, au fond il a raison, parce que déjà il n'y a pas de sable. Le désert c'est sable, donc il n'y a pas de chameau non plus, enfin il y en a peut-être, mais... Oui, mais enfin c'est peut-être pas la même qu'on pense. Bernard Chardon, d'où tirez-vous toute votre énergie? Vous avez au moins 2 vies derrière vous, et plus des épreuves. Et là, vous mettez sur le métier encore un autre domaine. Et pourquoi allez-vous au charbon comme ça, en quelque sorte? Oui. Pas dit chardon. Au chardon ardent, oui. Ouais. Mon grand-père est mort à 98 ans. Mon arrière-grand-père est mort à 102 ans. Donc j'espère encore vivre quelques belles années. Et puis, comme dit le président André Villiers, il dit, de toute façon, travailler, c'est ton médicament. Donc la génétique, plus le travail, l'activité. Non, puis même, vous savez, enfin bon, ça c'est on va sur le problème personnel, mais j'ai eu à regarder la télévision suite à 2 hospitalisations. Je connais les feuilletons français par cœur. Hein, le juge est une femme, les cordiers, tout ça, je connais par cœur. Non, je peux pas. C'est pas mon truc. Il y a aussi des séries américaines dont les Français raffolent, mais il faut du temps. Ouais, mais... Et là, vous n'avez plus de temps. Non, les séries américaines. Le soir, j'avoue que je préfère... Alors, autre question, peut-être l'avant-dernière, mais autre question. Finalement, vous avez vécu longtemps au pied de la basilique. Oui. Et pas loin de ces ondes telluriques qui ont été mesurées et qui s'expliquent sans doute par la physique, qui apportent de l'énergie et qui peuvent expliquer également le phénomène spirituel de la colline éternelle. Et vous vivez maintenant au pied de la... Ah oui, je suis à 500 mètres de l'abbatiale. Ouais. Alors, et je ne vais pas vous demander où va votre préférence, parce que vous aimez sûrement les deux, mais vous sentez le plus en osmose où? À Vézelay. À Vézelay? Oui. Mais parce que je connais pas bien l'abbaye de Vézelay. L'abbaye de Pontigny. Ouais. Je la connais pas assez bien, j'ai pas bien, mais il y a dans cette cathédrale, enfin, cette basilique exactement, mais elle dégage des éléments extraordinaires. Et ce phénomène de la lumière notamment, et on vit grâce le chemin de lumière. Le chemin de lumière, mais la lumière, c'est quand même un élément déterminant pour bien vivre. Regardez l'hiver, on hiberne. Alors que l'été, on est beaucoup plus présent, beaucoup plus actif. Et au solstice d'hiver, il y a aussi la lumière revient. Oui.
Ouais. Elle revient sur les chapiteaux du côté nord. Alors, sans entrer dans les secrets, mais enfin dans vos secrets intimes, dans ce que vous portez, que chaque homme porte et qu'il a du mal parfois à exprimer, qui peut être indicible, aux touristes qui arriveraient ou aux compagnons qui arriveraient à Vézelay ou à celui qui chemine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous diriez quoi? Allez voir si, ça, regardez ça ou ça. Qu'est-ce que vous traceriez comme piste? Dans Vézelay même, oui. Il faut rentrer dans la basilique, s'arrêter devant le chapiteau devant le narthex, s'arrêter dans le narthex, regarder un peu cette scène de Pentecôte qui est divinement taillée dans la pierre. Et puis il y a un petit chapiteau, moi, devant lequel je m'arrête souvent, c'est le chapiteau le Moulin Mystique. C'est la transmission du savoir, c'est la transmission de la connaissance. Tout est résumé, mais là aussi, celui qui a taillé ce chapiteau, c'est celui qui a taillé, qui est le maître d'œuvre, en tout cas certainement du narthex, et qui nous indique le chemin à suivre. Donc je ne peux pas partir dans les considérations spirituelles, mais moi ce qui m'a permis de retrouver mon moi intérieur, alors que 68 a été l'explosion. Hein. Et là j'ai retrouvé un certain nombre de dimensions spirituelles. Et ce chapiteau, il est où exactement? Alors il est du côté sud. Et c'est le 3e chapiteau. 3e chapiteau. Chapiteau côté sud. Voilà. Ouais. Il est divinement sculpté. Bernard Chardon, vous vous adressez aux élus du département, l'Assemblée départementale, en plein renouveau, avec beaucoup de jeunes, de nouveaux élus, des changements de génération, de vision du monde et du travail. Là, vous avez initié une politique, vous la mettez en œuvre, on l'a développée, il y a des résultats, vous venez d'expliquer votre vision. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire directement? Parce qu'on sait que parfois, entre celui qui est sur le terrain et qui laboure, et puis celui qui décide, qui se réunit en commission et en assemblée plénière 2, 3, 4 fois l'an, il y a parfois un monde. Alors là, directement pour eux, pour qu'ils puissent répondre également à ceux qui leur posent des questions sur le terrain, quels seraient vos 2-3 messages, sans vouloir court-circuiter le département, le service communication du conseil départemental? Oui, je peux intervenir à la place des services de communication, qu'ils soient internes ou externes. Mais le mot communication, c'est le bon mot. Communiquer entre vous, échanger, partager. Et n'ayez pas une attitude arrogante pour critiquer. Il faut d'abord se critiquer soi-même avant d'avancer. C'est un petit peu le message que j'en ai. Mais communiquer et échanger. Mais communiquer, c'est quoi finalement? Partager avec le voisin, mais là, on ne sent pas. Il faut que. Il n'y a peut-être pas encore assez d'huile dans les rouages, mais ce serait bien que. Ou de vin. Ou de vin, oui, parce qu'il faut un peu de chablis de temps en temps. Pour délier, ça délie les langues. Oui, le vin délie les langues, oui, avant de l'allier complètement. Oui. Non, voilà, il faut savoir partager et puis ne pas hésiter à discuter. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré quasiment tous les conseillers départementaux pour mettre en place la stratégie, individuellement. Et ça a été fructueux parce que l'un me disait bah oui, mais moi je pense ceci, moi je pense cela. Et donc c'est comme ça qu'on a pu monter une véritable politique. Hein. Et cette politique, elle est perfectible. Hein. Je pense qu'il faudra que je revienne remettre le métier complètement
à plat dans les mois à venir pourrait donner une deuxième impulsion à la politique de santé. Alors pour revenir à ce chapiteau de Vézelay et à ce moulin mystique, la transmission du savoir, est-ce que vous avez prévu déjà la suite, où vous mettez le pied à l'étrier d'un médecin ou je ne sais pas, d'une organisation parce que si vous tombez là, si vous disparaissez d'un coup, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est fini, les contacts n'auront plus. Bon. Alors c'est vrai que c'est un réel problème, on est d'accord. C'est un réel problème parce que en plus moi je suis assez individualiste, je travaille, j'aime bien travailler seul, mais j'ai appris quand même à travailler avec d'autres personnes, notamment le service de communication avec qui on partage beaucoup de choses. Je souhaiterais trouver un jeune médecin qui reprenne un peu mes façons de voir. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé. Mais un jeune, par définition, il n'a pas forcément reçu. Oui, mais un jeune pour pouvoir lui transmettre. Oui, il faut transmettre. Et c'est vrai que je parle de transmission du savoir, mais qu'aujourd'hui, à part mes enfants qui m'entendent parler sans cesse des problèmes, j'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse aujourd'hui, et c'est un souci, c'est un souci. Donc vous allez être obligé de continuer. Encore un peu, Oui. Et toujours aussi pugnace. Probablement. Merci Bernard Chardon. Merci beaucoup.